Je suis ravi de voir qu'il y a autant de gens intéressés par ces questions, parce que comme j'ai 10 minutes, je vais aller droit au but. Ce que je vais faire avec le temps qui m'est imparti, c'est d'essayer d'exposer ce qu'est au 20e siècle et au début du 21e un État en tant qu'il a pu être influencé par le pouvoir pétrolier. Il faut déjà voir que s'il y a eu dans l'histoire récente, l'histoire du pétrole, un contrôle des concessions pétrolières par un très petit nombre de sociétés. Il fut un temps aussi où on parlait des 7 sœurs. Aujourd'hui, on parle des 5 majors. S'il n'y a pas beaucoup de sociétés pétrolières qui exploitent le pétrole, c'est pour des raisons de concertation qui ne sont absolument pas nécessaires économiquement. Normalement, le pétrole, comme il est relativement facile à extraire, comme il s'agit d'une richesse qu'on pourrait imaginer extraite à petite échelle dans un très grand nombre de chantiers, ce qu'on doit comprendre, c'est que pour que les sociétés pétrolières exploitent en faible nombre le pétrole, et donc aient le pouvoir d'en fixer le prix et d'établir des rapports de force formidables avec les États, il a fallu d'abord et avant tout qu'elles se développent en multinationales. Et que le pétrole soit facile à extraire et qu'il eût pu être extrait par une myriade de petites entreprises, de coopératives, de toutes les structures qu'on peut s'imaginer dans le monde, que ça ait eu lieu sur ce mode d'un oligopole, c'est parce qu'il y a eu une volonté dès la fin du 19e siècle de faire main basse sur les ressources en les contrôlant du point de vue d'une oligarchie, du point de vue d'un faible nombre. D'abord, aux États-Unis, le premier qui a compris l'intérêt qu'il y avait à tenter de contrôler l'industrie pétrolière, ça a été bien sûr la famille Rockefeller qui a créé la Standard Oil et qui a pensé un mode d'exploitation d'un produit pétrolier qui était donc standard, d'où la Standard Oil, surtout en contrôlant le transport du pétrole. C'est qu'on avait beau l'extraire dans mille et une structures, le fait de contrôler le transport du pétrole permettait au Rockefeller d'avoir un monopole sur la chose. Quand s'est développé ensuite un certain nombre de projets dans le monde, des sociétés comme Shell par exemple, ont lorgné du côté du Proche-Orient, ainsi de suite, et donc il s'est développé un certain nombre de projets jusqu'au moment où, à la Première Guerre mondiale, les belligérants, qui étaient la plupart des pays d'Europe, les États-Unis et d'autres pays, ont compris l'importance stratégique du pétrole. En 1917, il y a manqué de pétrole en France en pleine guerre et ça a été l'objet d'une angoisse politique formidable. Même chose au Royaume-Uni, et bon, pour aller vite, au Royaume-Uni, et d'abord, on a convaincu les autorités, notamment la marine, qui était à ce moment-là dirigée par Winston Churchill, de convertir leur moteur au pétrole, tout en assurant la production en Irak par la contribution financière du gouvernement du Royaume-Uni dans une société qui allait devenir la British Petroleum. Donc le gouvernement britannique a investi lui-même dans ce qu'allait devenir la British Petroleum, pas tellement pour contrôler une entreprise, pas tellement pour avoir un pouvoir décisionnel et politique sur une structure qui exploitait du pétrole quelque part dans le monde, mais pour s'assurer un approvisionnement. Et la question clé des États dans ces années-là, c'était de s'assurer un approvisionnement, et un peu plus tard, la France a suivi le modèle et a créé
à la fin de la Première Guerre mondiale, en récupérant les parts qui revenaient à des intérêts allemands dans un consortium qui se développait dans ce qui allait devenir l'Irak, la Compagnie française des pétroles, qui allait devenir Total, et qui était elle aussi un instrument politique, une entité privée dans laquelle l'État avait des parts, mais strictement pour se garantir un approvisionnement. Donc il n'y avait aucune lecture stratégique ou politique ou économique quant à ces initiatives, mais il s'agissait essentiellement de créer des groupes pétroliers pour s'assurer un approvisionnement, puisque en France et au Royaume-Uni, on ne disposait pas de concessions pétrolières en nombre suffisant pour permettre de se ravitailler, notamment en temps de guerre. Tout ça a amené, dans un premier temps, à une réelle guerre commerciale entre les grands groupes pétroliers qui voulaient contrôler l'accès au pétrole, mais assez rapidement, on s'est rendu compte, je suis obligé d'aller un peu vite, là, notamment dans l'ancien Empire ottoman, qu'il valait mieux consolider et formaliser les rapports de force qui existaient entre les pétrolières dans le monde, dans le cadre d'ententes qui allaient donner lieu à des cartels qui seraient absolument déclarés illégaux aujourd'hui si on les créait dans une structure étatique traditionnelle, pour gérer entre soi les ressources pétrolières. On a eu donc, dans l'ancien Empire ottoman, un cartel constitué d'acteurs américains, de Shell, de BP et de la future Total, qui ensemble avaient accès aux ressources formidables du Proche-Orient et de l'Irak qui était en train de se constituer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les cartels vont devenir puissants dans le monde. À quel point aujourd'hui, quand on exploite du pétrole, ça n'arrive presque jamais qu'une société pétrolière exploite seule un gisement. On a beau se faire concurrence, je veux dire Shell, Chevron, ExxonMobil, Total, ces sociétés-là ont beau se faire concurrence, quand vient le temps d'exploiter des sites miniers, c'est ensemble dans des consortiums par rapport à des règles qui sont établies entre groupes pétroliers qu'on décide de la façon dont seront opérés les sites. Donc il y a aujourd'hui une sorte de souveraineté des groupes pétroliers qui encore maintenant prévaut sur la souveraineté des États. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de ce moment où les groupes pétroliers, d'une part, ont compris qu'ils avaient intérêt à travailler ensemble plutôt qu'à rivaliser d'une manière trop farouche et brutale entre elles, et du moment qu'elles ont compris qu'en se constituant comme cartel, elles étaient pratiquement un pouvoir politique, elles ont pu faire chanter les États. Faire chanter les États de telle sorte, par exemple, que pendant la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, pour ne nommer qu'un exemple spectaculaire, la Standard Oil, par exemple, qui est aujourd'hui la Esso ou Exxon, a vendu du pétrole autant aux Alliés qu'aux nazis. Et il n'y a jamais eu de représailles pour ça. C'est-à-dire que ce sont des groupes qui vont se vanter de ne pas faire de la politique, parce que la politique, c'est l'affaire des animaux qui se battent entre eux pour avoir accès aux richesses que les groupes pétroliers sont à même de vendre. Il y aura toujours quelqu'un pour en acheter, aussi, peu importe qui. L'idée est qu'on transcende la politique en faisant chanter les États. Mais plus encore, les pays qui se sont découverts dépendants des groupes pétroliers se sont mis à adapter complètement leur diplomatie pour favoriser les entités dont ils avaient besoin pour s'approvisionner, notamment en temps de guerre. Et c'est là qu'on a vu une nouvelle forme de structure politique apparaître, et c'est là aussi où on a vu l'intérêt pour les pays, les métropoles occidentales de la décolonisation, c'est qu'on a démantelé de grands empires pour créer des États faits sur mesure pour le pétrole. Et si on veut réfléchir, si on veut comprendre la raison du démantèlement de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, on ne peut pas s'expliquer ce qui s'est passé du point de vue des stratégies diplomatiques britanniques, par exemple, si on ne comprend pas l'intérêt qu'il y avait pour les sociétés pétrolières de se donner des États sur mesure, hein, ce qu'on va appeler à l'époque des enveloppes juridiques. L'Irak, c'est un pays qui n'a aucune motivation politique. La motivation de l'Irak, ça a été de créer une enveloppe juridique pour permettre à des sociétés pétrolières d'opérer. Donc les sociétés pétrolières sont quelque chose à l'origine de la création d'États. Et le but d'une enveloppe juridique, c'est de permettre
aux sociétés pétrolières d'avoir droit à ce qu'elles appellent de la sécurité juridique. Il faut voir que souvent quand on pense aux pays pétroliers, on pense strictement à la rente. Hein, on pense strictement aux flux financiers détournés, bon, ainsi de suite. Mais en fait, un pays pétrolier, c'est surtout, on n'a qu'à penser à l'Alberta ici, c'est surtout une législation qui offre de la sécurité quant à l'importance, l'envergure des investissements dont font preuve les sociétés pétrolières quand elles se positionnent sur un site. On sait que c'est des milliards de dollars qui peuvent être engagés sur une période assez longue. Alors l'idée, c'est d'avoir un État qui garantit cet investissement-là, tant en ce qui concerne les permis qu'en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, le transport, la vente, ainsi de suite. Donc, on a là des États qui se créent sur mesure pour favoriser le développement du pétrole. Il y a plusieurs livres qui portent là-dessus, mais je pense à Carbone Démocratie de Timothy Mitchell, notamment, qui est un bon ouvrage pour se situer quant à cela. Et on comprend ensuite pourquoi il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, une imitation de la France en la matière, c'est-à-dire la France-Afrique. C'est-à-dire le démantèlement de l'Empire français pour créer là aussi des enveloppes juridiques comme le Congo-Brazzaville, le Gabon. On a souhaité faire la même chose avec l'Algérie, par exemple, pour que la France ait accès, elle aussi, à un pétrole garanti, à un approvisionnement garanti, dans le cadre d'une élaboration des États strictement dédiés à la sécurité des investissements dans le secteur. Et toute l'histoire du 20e siècle, au fond, est travaillée par les intérêts du pétrole. Des notions qu'on a aujourd'hui, dont on a complètement oublié la genèse aujourd'hui, portent la trace du pétrole ou des sociétés pétrolières comme celle d'autodétermination. La notion d'autodétermination, qui est vue plutôt positivement aujourd'hui, surtout au Québec, a pour origine la volonté de stratèges politiques travaillant de près avec les sociétés pétrolières de donner une légitimité à ces enveloppes juridiques qui étaient des États créés de toutes pièces pour favoriser l'industrie minière, en mettant à leur tête un membre d'une communauté locale. Sassou, Bongo, ainsi de suite, j'en ai oublié, mais un roi irakien, ainsi de suite. On va trouver quelqu'un qui va donner une légitimité presque ethnique aux politiques de l'État qui vise essentiellement à encadrer l'industrie pétrolière, et ce, pour faire taire un petit peu des voix tiers-mondistes là, qui se battaient pour une autre voie à l'époque où le tiers-monde ne désignait pas la pauvreté, mais désignait un projet politique qui n'était ni le communisme bureaucratique, ni le capitalisme outrancier, mais quelque chose d'autre à développer et qui aurait pu provenir d'États n'étant pas partie prenante de la guerre froide. Et on peut voir évidemment le Canada comme étant totalement inscrit dans cette dynamique. Le Canada, c'est une colonie. Reste une colonie. Quand on dit une monarchie constitutionnelle, on s'entend que c'est un euphémisme pour désigner une colonie. Et le problème qu'on a aujourd'hui, quand on pense à l'Alberta, et là je pourrais parler aussi de la question minière, mais je n'ai pas vraiment le temps, mais que le Canada, c'est complètement... Le Québec a été un minéralo-État dans l'histoire. Le Canada lui-même comme... instance fédérale comme État, mais aussi l'Ontario comme province, ont accueilli et continuent d'accueillir encore aujourd'hui 75% des sociétés minières mondiales pour leur donner un cadre législatif outrancièrement avantageux d'un point de vue financier, légal, fiscal, politique, diplomatique, de façon à permettre à des entreprises qui viennent d'ailleurs de s'inscrire ici et d'exploiter ailleurs de la même manière que les banques vont aux Bahamas pour exploiter ou investir dans d'autres pays. Je veux dire, le Canada est paradis fiscal et réglementaire du domaine des mines. Et bien dans cette optique-là, nous, ici, au Québec, notre défi, puis je vais finir là-dessus, c'est de comprendre que, d'une part, notre cas historique est tout à fait inscrit dans une histoire mondiale de la domination et de la formation même des États dans le sens des intérêts pétroliers. Donc, on a pour défi de comprendre ça, de comprendre que notre cas n'est pas isolé, que nous nous battons par rapport à un modèle d'exploitation des ressources qui est de nature politique, et presque révolutionnaire. Et d'autre part, nous avons à lutter contre je dirais, comme des travers historiques, dans la mesure où, tout en se disant essentiellement, pour la plupart d'entre nous, de la classe moyenne, hein, c'est un mot fourre-tout ici quand on pense aux classes sociales, on doit comprendre que, historiquement, nous sommes travaillés par une notion qui est celle de colon, quoi. J'aurais pas le temps d'aller très loin, mais au fond, on pourrait très bien reprendre les catégories européennes ou celles
de la lutte des classes, comme Karl Marx a pu la penser, puis aller de catégories de type bourgeois, prolétaire, classe moyenne, ainsi de suite, paysans. Mais au fond, on n'est pas en Europe, on est ici. Et ici, ce qui a caractérisé les rapports de classe, ce sont des rapports quant au fait colonial. Et on sait qu'Albert Memmi a fait 2 portraits pour penser ce rapport-là à l'histoire coloniale. C'est le portrait du colonisateur et le portrait du colonisé. Et on pourrait en rajouter un 3e qui est le portrait du colon. Et le colon, c'est pas le colonisateur, c'est pas celui qui, en quelque sorte, a pour comment dire, contrôle le dessin colonial, le motive et le met en branle. C'est pas non plus le colonisé, qui serait les Premières Nations ici, qui est complètement dominé, écrasé, marginalisé par l'exploitation coloniale. Le colon, c'est la cheville ouvrière de la colonie. C'est le subalterne, c'est l'employé, c'est celui qui quitte le royaume ou la République pour avoir un petit avantage économique sans qu'il n'y ait d'enjeu politique à la clé. Il s'agit strictement, au fond, de se prêter au jeu de l'amélioration des conditions de vie sur un mode marginal, indépendamment du fait de comprendre ce que l'on sert, et à quoi on sert quand on est l'agent permettant l'action coloniale elle-même, pour ainsi dire. Je ne peux pas aller tellement plus loin, mais en fait, l'idée, c'est simplement de prendre conscience de l'histoire dans laquelle nous sommes inscrits quand, ici, nous cherchons à nous opposer à de très grands intérêts. L'histoire nous montre qu'il y a eu des victoires aussi, et ça fait partie de ce qu'on peut cultiver.